La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B en partenariat avec la GFI et son rédacteur en chef, Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny. Nous recevons une chef d'entreprise pas comme les autres, parce que c'est une vraie entrepreneur qui a repris et relancé l'entreprise familiale dans plusieurs pays, dont la Suisse. Pas comme les autres aussi, parce que c'est une chef renommée étoilée, la plus étoilée du monde, 9 étoiles, on vient de l'apprendre. Anne-Sophie Pic, bienvenue dans B2B. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Anne-Sophie Pic, et de nous accorder du temps. On va tenter de comprendre comment fonctionnent vos restaurants, comment vous entretenez aussi votre force de création jour après jour. Et puis nous terminerons avec un petit quiz garder, jeter ou réinventer. Anne-Sophie Pic, nous profitons de votre présence à Lausanne pour vous recevoir. Vous y êtes installée dans l'enceinte de l'hôtel Beau Rivage avec un restaurant gastronomique gratifié de 2 étoiles Michelin. Vous avez de nombreux autres établissements, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais comment organisez-vous déjà vos journées, votre temps ? Alors, l'organisation, c'est vrai, de ma vie professionnelle est toute dévouée à mes restaurants, bien sûr, sachant que je suis au quotidien quand même essentiellement à Valence. C'est la maison, le vaisseau amiral, qui est la maison de famille, en fait, où mon grand-père s'est installé en 1936. Pour autant, depuis l'ouverture de Lausanne en 2009, a été une vraie révélation pour moi. C'est le premier restaurant hors les murs que j'ai créé. Et c'est vrai qu'il est sous mon regard bienveillant, sous mon focus de plus en plus, on va dire, parce qu'avec le temps, bien sûr, on a envie de faire d'autres choses, on connaît un peu plus le territoire et on a envie d'aller plus loin. Donc c'est vrai que le temps de mon organisation, il est dédié à la création pour chaque restaurant, donc de ma cuisine d'essai à Lausanne. Et pour autant, et c'est la raison pour laquelle je suis auprès de vous aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi un temps où je vais, entre guillemets, vérifier que les plats soient conformes au niveau que je souhaite, que les clients soient satisfaits aussi, et puis rendre visite aussi aux équipes, parce que c'est important de garder le lien, même si les équipes se déplacent aussi beaucoup à Valence régulièrement. Où se fait la création ? Où se fait la création. Vraiment, pour moi, c'est important que Valence soit le point d'ancrage pour tous les chefs, donc ils ont plus ou moins tous travaillé là-bas à un moment donné, et c'est de là que tout part. Pour autant, l'empreinte dans le terroir doit être essentielle, et c'est nécessaire pour moi d'y revenir souvent. On reviendra à ces aspects-là un petit peu plus tard, mais juste avant, vous avez commencé par faire des études de gestion à Paris, avant de finalement vous retrouver en cuisine, avant aussi de traverser des moments difficiles après le décès brutal de votre père et de complètement réinventer la marque familiale, de vraiment la développer. Est-ce que vous vous sentiez profondément entrepreneuse depuis tout le temps, ou bien ce sont finalement les événements qui ont révélé votre appétit pour l'entrepreneuriat ? C'est une très bonne question me concernant par rapport au caractère que j'ai pu avoir enfant et au caractère que j'ai cultivé et la femme que je suis devenue aujourd'hui, bien sûr. Évidemment, il y a un chemin et ce chemin, il est jalonné de difficultés, de joie, de réussite, d'échecs, bien sûr. Mais l'enfant que j'étais était plutôt très timide, très réservé. Ça, c'est un trait de famille, on va dire, avec mon père qui était un chef réputé, mon grand-père aussi, 3 fois 3 étoiles perdu, regagné, ce qui veut dire qu'on a une forme de résistance et d'ancrage assez important. Et c'est unique dans le monde, d'ailleurs. Ce qui est très important chez les entrepreneurs, de savoir se relancer. Se relancer. La vie de l'entreprise n'est pas le calme plat, chacun le sait. Et voilà, mais le caractère, il s'efforce avec le temps. Bien sûr, on est en partie ce qu'on devient, et c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Après, il faut savoir à un moment donné se recentrer et chercher au fond de soi-même aussi toute l'énergie, toute la ressource pour avancer, même si on avance dans un système collectif. Pour moi, d'autant plus dans la cuisine, c'est le collectif qui gagne, c'est pas l'individu seul, et c'est toute l'entreprise qui gagne. Donc ça, c'est très important d'avoir en tête ce collectif. Il y a du collectif, mais vous êtes quand même le moteur de l'empire de la gastronomie que vous avez cofondé. Alors comment vous entretenez cette force de création au quotidien ? Alors, le groupe est vraiment divisé en 2 parties, entre une forme de double tête, si j'ose dire, entre mon mari et moi. C'est-à-dire qu'il a vraiment tout le réseau administratif avec
tout ce qui concerne le groupe, l'administratif qui est très important, les pôles RH, enfin une vraie entreprise organisée comme telle. Et puis il y a la partie créative où je suis au quotidien. Donc c'est vraiment cette organisation-là que je chapeaute réellement, mais on est quand même tous les deux, mon mari part entière dans l'évolution de l'entreprise. Je tiens à le dire parce que on pense que je suis la femme entrepreneuse parfaite et aussi créatrice, mais on peut pas tout faire et à un moment donné, il faut aussi avoir cette force de couple pour avancer et c'est le cas avec aussi nos collaborateurs. Mais pour revenir à votre question que j'oublie dans le temps. Comment on entretient justement cette création, ce terreau créatif? Alors, c'est une vraie question par rapport à la maison telle qu'elle a été constituée pendant plus de 80 ans, où il y avait un établissement avec 3 étoiles, perdu, regagné, mais en tout cas un seul établissement. Et l'évolution, le développement de la maison, il est arrivé plus tard. C'est pousser les limites de ses compétences, c'est pousser les limites même de la maison. C'est-à-dire qu'une maison qui ne s'est pas évoluée ou qui reste figée dans une forme de tradition qui peut être très bien, les savoir-faire, la préservation des savoir-faire, c'est très bien. Mais il faut se créer du challenge tout le temps. Et c'est vrai qu'après la 3e étoile, d'avoir regagné la 3e étoile en 2007, comment on fait pour continuer à évoluer? C'était vraiment le questionnement que j'avais et que mon mari avait aussi. Et pour ça, ça a été tout de suite se développer. Parce que qu'est-ce que ça génère, le développement d'une entreprise comme la nôtre? Ça génère en fait de faire confiance. Donc ça veut dire, ça entretient un lien avec les collaborateurs. Ça leur permet aussi d'eux-mêmes d'évoluer, d'avancer. Donc ça crée une dynamique. Et puis ça permet de découvrir de nouveaux territoires d'expression différentes, de faire de nouvelles rencontres aussi. Vous savez, le réseau de mes producteurs, c'est ma vie entière. Voilà, donc ça s'entretient aussi. Donc si on s'enrichit pas de rencontres, de découvertes, si on pousse pas les limites, si on doit pas se remettre en question continuellement par une ouverture nouvelle, par de nouvelles connaissances, par une prise de risque, une entreprise n'évolue pas. En tout cas, moi, c'est le constat que je fais au bout de ces quelques années dans ce métier, entre guillemets. Après, créer plus d'emplois, évidemment aussi, ça peut être une angoisse, parce qu'il faut maintenir ces emplois-là. À l'instar des écrivains, est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur de l'assiette blanche, Anne-Sophie Pic? Oui, tout le temps, tout le temps. Alors, plus Amélie de Buch maintenant. Parce que je pense qu'il y a un moment donné où, je dirais pas que c'est plus facile, non, parce que ça peut aussi devenir plus compliqué, mais il y a, comment dirais-je, une maturité qui fait qu'on sait qu'on va y arriver tôt ou tard. On ne sait pas quand, mais on sait que l'étincelle va arriver et on va trouver le chemin. Et donc c'est plus facile au niveau de la création peut-être aujourd'hui parce qu'il y a aussi un vrai style. Quand on est jeune, on cherche plus jeune au début. Moi, j'ai beaucoup cherché mon style. Et une fois que le style est là, même s'il évolue beaucoup, même si on pousse les limites, aujourd'hui, la mixologie est entrée dans la cuisine. Il faut aussi être... La mixologie, excusez-moi, qu'est-ce que c'est? La mixologie, donc c'est l'accord des mets et boissons. Donc aujourd'hui, on est très concentré dans la maison, dans le groupe, notamment avec Paz Levinson qui nous a reçus sur les accords mets et boissons, parce que pour moi, c'est le grain vraiment très intéressant qu'on vit aujourd'hui. Et voilà, donc il faut être aussi en adéquation avec son temps, bien conserver le passé, bien avoir le sens du savoir-faire et de préserver les savoir-faire, mais aussi d'être dans la nouveauté. Donc forcément, chercher, qui veut dire prendre des risques, être audacieux et continuer à pousser les limites de ses connaissances. Quelle serait votre définition de la gastronomie aujourd'hui ? La gastronomie, je crois que pour autant, ça n'a pas changé. C'est faire plaisir, c'est donner du bonheur. Mais c'est un métier qui s'est déverrouillé, entre guillemets. Parce que la gastronomie, il faut savoir que dans nos métiers, et c'est ça qui est aussi génial, c'est qu'il y a beaucoup de métiers dans notre métier. Puisqu'il y a la salle, la cuisine, bien sûr la pâtisserie, il y a la sommellerie. Et tous ces métiers doivent être coordonnés ensemble. Et c'est la bonne coordination qui fait que ça marche. Il y a les habitudes qui évoluent aussi. Est-ce que parmi vos clients, vous constatez par exemple une hausse des demandes autour des produits sans gluten, sans sucre, raffinés, sans lactose ? Oui, alors on va dire que le locavorisme a toujours été là. Moi, en étant issue d'une région, première région bio de France pendant longtemps, deuxième aujourd'hui, et aussi ce restaurant à Lausanne qui est un ancrage dans le nature, entre guillemets, qui est génial, d'ailleurs, c'est pour ça que je m'y sens bien. Bien sûr, aujourd'hui, il y a un ton
supérieur sur ce locavorisme, cet ancrage locavore. Je me méfie un petit peu de ça. Vous pour répondez tout à dire. cette demande? Je réponds à cette demande et on doit y répondre. Le sans gluten, il y a aussi le fait de s'adapter. Aujourd'hui, il y a quand même la maladie cœliaque qui est là. Il faut pouvoir s'adapter aussi à ça. Il y a aussi les tendances. Donc, il faut aussi être en adéquation avec les tendances, les comprendre, les accepter et pas dire oh bah non, oui. Et tout ça est un enrichissement en fait. Il y a deux façons de voir les choses. Soit on les voit comme des contraintes, soit on les voit comme entre guillemets des cordes à notre arc supplémentaires. Donc, bien sûr qu'il faut y répondre. Avant de passer à la partie plus technique sur vos restaurants, quelle émotion, quelle sensation ou quel souvenir a été le plus difficile pour vous à retranscrire ou à exprimer dans un plat? C'est une question difficile. Est-ce qu'il y a une volonté de faire passer une émotion ou est-ce qu'elle passe automatiquement, Alors, de manière inconsciente par exemple? pour répondre à votre question, à partir du moment où on travaille dans la plus grande sincérité possible, c'est pas si difficile. Franchement, c'est pas difficile. Il faut pas tricher, il faut être sincère. Faut, voilà, sincère et honnête avec soi-même, honnête avec ses clients. Voilà. À partir de là, c'est facile. Ce qui est le plus difficile pour moi, peut-être, c'est de retravailler les plats classiques de ma famille. J'y parviens aujourd'hui. Ces 2 dernières années, j'y suis parvenue parce que j'ai cuisiné ces plats-là pendant longtemps. Le bar caviar, le chausson aux truffes, qui sont des plats d'anthologie de la cuisine de la gastronomie française. Mon grand-père chausson aux truffes, bar au caviar de mon père. Et j'ai voulu y amener ma touche. En fait, c'est comme si j'avais fait un travail à 4 ou 6 mains. Et j'ai eu beaucoup de temps à avoir cette confiance pour moi et cette audace de dire, sans transgresser ce plat et en gardant vraiment son idée de départ, comment je le fais évoluer. Je l'ancre dans aujourd'hui, dans le présent, en fait. Donc, c'était ça le plus difficile pour moi. Anne-Sophie Pic, vous êtes une chef, on l'a bien compris, en cuisine, mais avec votre époux aussi, chef d'entreprise. Le groupe Pic, c'est plus de 10 adresses. Il y en a en France, Valence, Paris, Megève, Londres, Singapour, bien sûr Lausanne, puisqu'on est à Lausanne. Mais c'est aussi une école, il y a une offre hôtelière, vous avez écrit des livres. Quel est le type de modèle économique que vous construisez dans le fond ? C'est un modèle économique qui doit être dans la cohérence. En fait, les choses sont venues petit à petit et il n'y a pas une volonté de développer à outrance, de façon forcée. En tout cas, c'est pas notre mentalité à mon mari et moi. Les opportunités sont arrivées et on les a saisies au moment où elles sont arrivées. C'est la chance aussi d'ouvrir dans des lieux quand même qui sont assez uniques, assez singuliers. Donc il y a une forme d'adéquation qui doit se créer entre ceux qui viennent nous chercher pour créer des ouvertures et nous-mêmes, notre façon de fonctionner. Donc ça ne veut pas dire que ça correspond à tout le monde et ça veut pas dire qu'on correspond à tout le monde aussi. Donc voilà, mais c'est se faire plaisir aussi et quelque part c'est challengeant. Donc pour toutes ces raisons, c'est intéressant. Dans ces développements, c'est uniquement l'opportunité à saisir ou bien pour asseoir la stabilité financière d'une entreprise, il faut se diversifier, il faut avoir différents pôles. C'est ce qui permet de tenir en cas de coup dur. Oui, complètement. On l'a bien vécu pendant les 2 dernières années. On s'est rendu compte à quel point le fait d'avoir créé, et ça on l'a fait depuis notre plus jeune âge, entre guillemets, dès qu'on a pu être en état de le faire, de créer l'épicerie, de créer l'école de cuisine, d'avoir des restaurants, mais aussi des cantines gourmandes, puisqu'on a aussi tout ce qui est cuisine dans nos verrines en verre et qui est aussi de la vraie cuisine, vraiment très vertueuse. Tous ces pôles-là nous ont permis, pendant ces moments de confinement, de tenir. Et on a même créé d'autres choses, puisqu'on a créé le pick-up truck aussi. Donc, c'est vrai que c'est une gamme auquel on n'avait pas encore... on n'était pas encore allé, et ça nous a donné aussi l'audace d'y accéder. Mais bien sûr, on s'est rendu compte, l'épicerie, c'était le seul pôle ouvert, finalement, qu'on avait pendant ce moment. Ouais. Voilà, et ça nous a permis de redonner un renouveau aussi à cette maison qu'on adore. Combien d'employés avez-vous à peu près en ce moment ? Je sais que je ne suis pas la femme de chiffres, mais vous pouvez quand même me poser des questions chiffres. On a plus de 350 employés autour, en dehors de Valence. Oui. Et la rentabilité du groupe, vous la jugez comment ? Elle est assurée ou bien il y a eu des périodes de doute pendant la pandémie ? Alors, j'ai envie de dire que heureusement qu'en France, on a été extrêmement soutenu par l'État. Ça, c'est une réalité. Je crois que ça a été un des soutiens au niveau du monde les plus importants. Parce que bien sûr, ça aurait été très, très compliqué pour nous. Notre industrie, entre guillemets, à nous, est très fragile. Donc bien sûr, ça nous a permis de continuer à investir et à pouvoir voir le futur de façon plus pérenne, bien sûr. Vous évoquiez tout à l'heure les rencontres. À Lausanne, vous êtes au Beau Rivage, qui est détenu par la Fondation de Famille Sando. Est-ce que ça a été un partenaire
qui a joué un rôle important pendant cette période si particulière des fermetures et du confinement? Oui, on a beaucoup échangé avec la maison, bien sûr, avec le Beau Rivage Palace et notamment sa directrice, voilà, pour «interagir» entre guillemets sur ce que nous on entreprenait, sur ce qu'on voyait aussi être fait mondialement, et pouvoir, réfléchir ensemble à ce qu'on pouvait faire, bien sûr. Mais, j'ai trouvé que pendant finalement ces moments de pandémie, le restaurant était la vraie énergie des hôtels aussi, Mmh. et que finalement le restaurant, il fallait vraiment y attacher une importance grande parce que c'était vraiment le cœur, le poumon aussi de l'hôtel. Parlant de l'économie des étoiles, vous dites que vous êtes aussi une femme de chiffres, hein. J'ai quelques chiffres à vous soumettre. Il y a quelques années, un chercheur français, Olivier Gergaud, a fait une étude sur l'économie de ces étoiles. Combien ça coûte d'acquérir une étoile Michelin? Il estime qu'il faut investir beaucoup, entre 1 et 2 millions d'euros pour acquérir 2 ou 3 étoiles, parce qu'il n'y a pas simplement la cuisine, mais il y a tout un cadre à créer. C'est aussi une gastronomie qui emploie beaucoup plus de monde, de personnel, que dans la gastronomie plus classique. Donc son chiffre est même très précis, 1,4 million d'euros pour obtenir au moins 2 ou 3 étoiles. Est-ce que c'est un ordre de grandeur qui vous semble correspondre à ce que vous constatez, vous? Alors, c'est toujours bien de mettre des chiffres sur des compétences à acquérir et c'est évident qu'il y a un investissement à avoir. Moi, je ne suis pas surprise par ce chiffre-là du tout. Je dirais même qu'il me semble relativement modeste par rapport à tous les investissements qu'on fait à la Maison Pic depuis sa création. Donc oui, l'investissement, il est bien sûr financier, mais il est aussi tellement humain et il n'a pas de prix dans ce sens-là. À savoir qu'emmener une équipe, transmettre une passion, aller chercher quelque chose, aller à la conquête, c'est une énergie qui est extraordinaire. Et bien sûr, il faut s'entourer des personnes les plus agiles pour aller chercher voilà, ce qu'on souhaite. Mais c'est aussi un état d'esprit, en fait. Plus que tout, c'est un état d'esprit. Et pousser les limites de soi-même, c'est quelque chose aussi que j'enseigne beaucoup à mes équipes. Donc, bien sûr, mais évidemment que le Michelin vous dirait que ce qui compte, c'est l'assiette. Le Michelin a toujours dit que ce qui compte, c'est l'assiette. Je ne vais pas parler pour eux, je ne suis pas à leur place. Pour autant, je pense, j'ai la conviction intime que oui, enfin, évidemment, et c'est vrai qu'ils le prouvent, puisqu'il y a eu des restaurants 3 étoiles, notamment dans le métro au Japon, Oui, un ou temps. un spécial du dim sum à Hong Kong, qui est une sorte Voilà. de oui, mais voilà. Bien sûr, donc évidemment. Mais dans le style européen et à la française, c'est un tout petit peu différent, je trouve. Et bien sûr que c'est le chef qui se met la pression pour avoir autour de lui un cadre qui soit digne de la 3e, de la 2e ou de l'étoile, évidemment. Si on parle d'investissement, évidemment, comme bonne chef d'entreprise, on parle retour sur investissement. Et là aussi, le chercheur français a quelques réponses. Il estime qu'une étoile, ça peut vraiment faire venir une clientèle jusqu'à 80% de chiffre d'affaires sur les 3 années qui suivent l'obtention de l'étoile. Ça, vous venez d'en obtenir une à Megève, donc vous vous êtes préparé à Megève à avoir vraiment plus de monde à venir? Oui, bien sûr que l'étoile est gage, entre guillemets, de la vie d'un restaurant. Enfin, si tant est qu'on est en quête de l'obtenir. Il évoque 80% de chiffre d'affaires d'augmenter en hausse. Bien sûr. C'est vraiment considérable. Après, je veux dire, il y a des bistrots ou la bistronomie qui marche très bien et il n'y a pas une recherche forcément d'aller chercher des étoiles, mais c'est un autre concept. Mais entre guillemets, dans la gastronomie, bien sûr. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que c'est important de gagner des étoiles? Mais bien sûr. Enfin. Les marges augmentent avec le nombre d'étoiles? Ou elle diminue, peut-être. Non, mais vous savez, il y a la haute couture. Pour moi, le 3 étoiles, c'est la haute couture. Et c'est des satellites qui sont peut-être plus rentables que la haute couture en elle-même, parce qu'il y a une telle dépense et d'énergie et d'investissement, la qualité de la marchandise qui est optimum. Donc c'est très difficile d'être rentable avec un 3 étoiles. Pour autant, on doit l'être, parce que voilà, sinon les entreprises et nous, le travail qu'on fait aussi avec mon mari, c'est de dire, quand on ouvre un restaurant avec un partenaire, c'est de dire, on va faire un restaurant rentable. Parce que les restaurants pas rentables, il y en a beaucoup encore. Hein. Et c'est compliqué pour les partenaires et c'est compliqué pour nous aussi, parce que ça veut dire qu'on enseigne aussi à nos chefs d'être précautionneux, d'être
Donc pour plein de raisons, c'est vertueux d'être rentable. Et puis ça sert à investir et continuer d'avancer. Donc évidemment qu'il faut l'être. Mais c'est difficile de l'être, évidemment. Donc, et aujourd'hui, avec le prix des marchandises qui augmente, on n'est pas malheureusement dans un état d'esprit. On va se dire que le restaurant va être de plus en plus bon marché. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir plusieurs gammes de restaurants, et c'est ce qu'on a dans notre groupe, qui permet plusieurs entrées dans notre univers, et ne pas se focaliser que sur le luxe et que sur le restaurant 3 étoiles. Vous évoquez l'augmentation du prix de certaines matières premières. On le voit bien, on l'a vu avec notamment la tragédie en Ukraine, le prix de matières premières agricoles a fortement augmenté. La semaine dernière, l'Office fédéral de la statistique constatait que les prix à la consommation dans l'hôtellerie ont progressé de près de 9% en mars sur une année. Donc c'est une hausse considérable. Cette hausse, vous la ressentez vous aussi dans vos cuisines ? Oui, bien sûr qu'on ressent cette hausse. On voit périodiquement les prix augmenter, et ça depuis toujours de toute façon. L'augmentation, elle est toujours là parce qu'on va chercher le produit. Et de toute façon, c'est normal aussi parce qu'un travail, l'agriculture doit être récompensée. Enfin, le maraîchage, c'est des métiers difficiles. Et quand on cherche quelque chose d'unique, celui qui le produit ou qui élève doit être récompensé pour son travail. Donc c'est normal. Et ça, le consommateur doit aussi pouvoir le comprendre et l'intégrer, évidemment. Mais là, on parle d'une hausse des coûts. C'était cher déjà parce que Oui. c'était exceptionnel, comme vous le décrivez, mais en fait, il y a encore une accélération. Oui, bien sûr, c'est une réalité. Moi, je voudrais aussi parler du coût du travail, qui est quand même très, très important aussi, et qu'il faut noter parce que notre métier, s'il veut continuer d'attirer la plus jeune génération, il a besoin de s'amender, ce métier. Et donc, du coup, on a besoin de réguler énormément le travail. Nous, c'est un travail qu'on fait à Valence depuis quelques années aussi. Et ça a un coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, à Valence, dans le restaurant principal, on est tout le temps en sureffectif. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en plein emploi. Parce qu'on sait très bien qu'on sera jamais, on ne veut pas être en sous-emploi, on ne veut pas que les équipes souffrent. Donc c'est la seule solution pour qu'on travaille bien et que les équipes soient bien au travail. Donc on est tout le temps en sureffectif. Et ça a un coût aussi, mais c'est la condition pour que tout se passe au mieux. Ça participe de la qualité que vous décrivez. sûr, Sur votre site, sûr. vous mentionnez qu'il y a 32 postes vacants en ce moment. Donc Ouais, ça veut dire que vous êtes bien vraiment sûr. à la recherche, l'entreprise se développe. Bien sûr, parce qu'on a beaucoup de satellites à Valence, on a beaucoup de postes à pourvoir. Donc j'ai envie de dire que le restaurant principal, il y a peu de recherches parce qu'on est des équipes relativement stables, mais on a des recherches pour que ce soit côté administratif, que ce soit bien sûr, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. On parlait du prix des matières premières. Combien coûte une nouvelle carte pour un restaurant gastronomique 3 étoiles Michelin ? Combien coûte une nouvelle carte ? Vous voulez dire de changer, modifier toute une carte ou... Une nouvelle carte, c'est des essais. Donc, une nouvelle carte, c'est énormément de travail en amont. C'est des heures de travail. Donc, c'est pour ça que depuis quelques années, j'ai créé cette cuisine d'essai pour pouvoir absolument travailler de façon plus pérenne et plus facile. Mais changer une nouvelle carte, je saurais pas dire de prix. Mais c'est énormément d'heures de travail, énormément de recherche en amont aussi. Par rapport aux produits qu'on disait, chercher l'ingrédient magique ou avoir quelqu'un qui nous cultive nos propres légumes, nos propres plantes aromatiques. Ça, nous, on le fait dans nos jardins et on le fait aussi ici au Beau Rivage Palais parce qu'il y a une serre magnifique. Mais bien sûr que c'est beaucoup de travail en amont, c'est de l'agilité, c'est des outils aussi pour y parvenir. Dans la cuisine d'essai, il y a beaucoup d'outils, il y a le rotovap, il y a un distillateur, enfin, il y a beaucoup de nouveaux outils qui nous permettent aussi d'avancer dans notre travail. Et puis, c'est des hommes et les femmes aussi. Donc ça coûte cher. C'est difficile de vraiment de le valoriser, mais la recherche sur une nouvelle carte, par exemple, c'est facilement un mois pour chaque restaurant. C'est un mois de travail. On parlait de tes produits. Il y a des produits trop chers aujourd'hui pour un restaurant gastronomique. Oui, alors... les produits trop chers, je me pose jamais la question du produit trop cher. Je me dis, est-ce que ce produit vaut vraiment son prix ? On peut se poser cette question-là. Donc oui, c'est une question qu'on se pose constamment. Est-ce qu'il y a cette adéquation ? Parce que ça a un coût aussi après, aussi pour les clients, bien sûr. Mais en tout cas, on cherche le produit le plus qualitatif possible. Il se peut que le produit le plus qualitatif soit le plus cher. Malheureusement. Qu'est-ce que vous faites alors ? Vous avez une discussion avec votre mari pour savoir si on peut s'offrir une telle folie ?
Ah, alors là, vraiment, mon mari, alors, il intervient jamais sur ce genre de choses parce que alors vraiment, c'est pas du tout sa vocation. Mais pour les investissements, oui, bien sûr, quand il a fallu refaire toute la cuisine à Valence, quand on investit ensemble. Mais mon mari est plutôt quelqu'un qui va investir. Voilà, on est plutôt une maison qui investit constamment. Et ça c'est sûr. Pour terminer cette émission, Anne-Sophie Pic a un entremets tout en légèreté. On vous a préparé un petit quiz. Jeter, garder ou réinventer avec quelques lieux communs de la cuisine. À vous de nous dire si c'est à jeter, à garder, voire pourquoi pas à réinventer. Frédéric, je vous laisse l'honneur pour la première. Merci Vincent. La combinaison immanquable tomate mozzarella, est-ce qu'on doit la jeter, la garder ou la sublimer, la réinventer? Réinventer. Comment? Je l'ai déjà réinventé, donc avec la vanille fumée, par exemple, avec des textures différentes. En fait, ce qui est intéressant, c'est le lactique avec la tomate en général, on va dire. Moule frites. Mais gardez. Mais Avec oui, bien sûr, une mais c'est petite pas ma touche quand culture. même, Mais Anne-Sophie Pic. C'est laquelle la touche? oui, Anne-Sophie ah Pic non, mais alors garder l'esprit parce que c'est comment dire, c'est une transmission. Il faut garder les plats cultes comme ça. Mais oui, réinventer avec un sel aromatisé sur les frites, oui, bien sûr. Il y a forcément. De toute façon, on cuisinera jamais aujourd'hui comme on a cuisiné par le passé. Je fais toujours l'exemple des spécialités de mon grand-père, mon père avait déjà beaucoup modifié. Donc, on peut pas garder en l'état. Pour terminer, bœuf carotte. Bœuf carotte, oui, mais il faut garder, mais réinventer. Anne-Sophie Pic, à cet instant où l'on se parle, quelle est l'association la plus improbable qui vous vient à l'esprit, mais que vous n'avez pas encore réalisée en cuisine? Alors, j'en ai plein mon carnet, que je n'ai pas avec moi, mais je sais pas. Enfin, vraiment, j'ai envie de dire que tout peut s'associer à partir du moment où on trouve le fil. Voilà, c'est l'accord. Alors, pour le coup, c'est une question parfaite pour moi parce que je suis une femme une cuisinière qui aime accorder. Je fais vraiment énormément ça avec ma thématique de l'imprégnation, hein, donc imprégner un ingrédient à l'aide d'un autre, en gardant intrinsèquement le goût du premier ingrédient, mais en lui donnant une texture et un goût encore plus supérieur. Donc oui, bien sûr, je suis... mais je cherche pas à associer pour choquer ou surprendre. Je cherche toujours cette harmonie qui donne cette émotion et qui dit « Ah oui, ça c'est possible d'associer ensemble ». Mais par exemple, le safran et le caviar sur l'asperge blanche en saumon, c'est quelque chose que j'ai beaucoup cherché avec le saké. C'est quelque chose que j'ai beaucoup cherché et il faut trouver toujours l'équilibre parfait. Mais j'ai envie de dire que c'est très, très, très intuitif, l'accord. Très intuitif. Là, vous nous faites rêver. Merci beaucoup, Anne-Sophie Pic, d'avoir pris du temps aujourd'hui pour nous rejoindre sur le plateau de B2B. Merci à vous, c'était très agréable. Merci à vous, Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Mini, merci à Sophie Pic. On se retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses, de nouveaux entrepreneurs en Suisse romande dans B2B. Portez-vous bien et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.